Bonjour à tous. On est ravis de passer ce petit moment avec vous. On est Frédéric et Benjamin. Moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle CIS qu'on va vous présenter, et Benjamin chez Ecodev, le tout regroupé dans une business line qui s'appelle Sustainability au sein d'EPSA. Vous avez un chat, vous pouvez poser des questions, même quand on parle, comme ça sera plus vivant. N'hésitez pas à le faire. Et puis, Benjamin, je te laisse entamer. Ça marche. Tu as la main sur la présentation, alors je te laisse avancer. Donc, on est ici pour parler d'un sujet difficile, parce que c'est un sujet qu'on nous objecte souvent, qui est: est-ce que ça apporte de la performance, la transition environnementale et sociale? Alors, qui on est, Benjamin, pour dire que ça amène de la performance? Pour qui nous sommes, peut-être que certaines d'entre vous connaissent le groupe EPSA, qui est plutôt reconnu sur la performance opérationnelle et financière. Et comme le disait Frédéric, nous on représente plutôt la partie extra-financière. On est composé en fait de 3 structures qui ont à peu près en cumulé 40 ans d'expertise sur les sujets de la RSE. En vrai, c'est plutôt 25 plus 15 pour nos structures respectives. Et on est rentré dans le groupe EPSA il y a bientôt 4 ans pour former une business line d'environ 100 collaborateurs. Et l'idée étant d'accompagner majoritairement les entreprises dans leur démarche RSE et ESG sur pas mal de sujets différents. L'objet n'est pas forcément de faire la promo aujourd'hui. On va juste vous montrer, Fred, si tu peux passer le slide suivant. En fait, on est la réunification d'Ecodev, qui a plutôt originellement une approche technique et méthodologique des sujets RSE, donc des audits, des stratégies, du déploiement opérationnel, de la conformité. Et chez CIS, le côté plutôt communication, embarquement des publics internes et valorisation des engagements corporate et des marques. Et donc, on a constitué cet attelage pour contribuer à la transformation durable des modèles d'affaires. Et comme le disait Frédéric, on a tenu à faire le lien aujourd'hui à ce qui nous a rapprochés du groupe EPSA. D'ailleurs, pour info, on était la première agence à avoir accompagné EPSA dans la formalisation de son propre modèle. Donc, le groupe est devenu aussi un terrain de jeu pour nous, un terrain d'expérimentation. On essaie, nous, de réconcilier la performance financière et la performance extra-financière, et on voulait vous présenter quelques preuves que cela est tout à fait envisageable. Pour rappeler le contexte dans lequel nous évoluons actuellement, il y a quand même beaucoup de mouvements à l'échelle nationale et internationale qui secouent le monde, aussi bien sur de l'économie, du sanitaire il y a quelques années, de la géopolitique, des conflits armés. Je pense qu'on n'est pas les seuls à affirmer que la transition écologique et solidaire doit rester une priorité face à tous ces défis de société. Et puis, notamment en 2025, on a beaucoup entendu parler, pour ceux qui se penchent sur les sujets de reporting de CSRD, au fameux backlash, et qui oppose la durabilité et la compétitivité, avec tout ce que l'on voit en termes de dérégulation, etc. Et nous, on est en total désaccord, sans parti pris aucun, bien évidemment, sur cette opposition. Et comme je le disais, on a souhaité pouvoir vous apporter des éléments concrets sur le fait qu'il existe des success stories et pas qu'une seule qui prouve que l'extra-financier peut aussi apporter de la performance financière. Et après, vas-y, excuse-moi, Benjamin, continue. Vas-y.
Ce qu'on va vous présenter, c'est des cas concrets de réalisation que l'on a pu faire ou dans notre écosystème de ce qu'on a pu constater. Mais pour donner un petit peu plus d'éléments factuels et encore plus objectivés au-delà de quelques exemples de réalisation, on a voulu vous mettre en avant des chiffres clés qui sont sortis de plusieurs études, notamment celle-ci qu'on a mis en premier. Au-delà des chiffres, c'est une étude qui est très récente puisqu'elle a été dévoilée il y a une semaine à la grand-messe du développement durable et de la RSE qui s'appelle le Salon Pro Durable. Et cette étude a été conduite par le mouvement Impact France. Et on a pris quelques extraits de ce document complet qui est disponible en open source, où parmi les entreprises qui ont pu être interrogées, eh bien 52% des entreprises qui sont les plus avancées dans la maturité RSE ont des chiffres d'affaires, ont atteint leur perspective de croissance versus 27% pour les moins avancés dans ce contexte qui économiquement est un petit peu compliqué pour beaucoup de secteurs d'activité. Au-delà du chiffre d'affaires, et comme tout entrepreneur, on va regarder aussi la création de valeur, donc on l'appelle communément l'EBITDA. Pour les entreprises qui ont un score supérieur à 50% sur l'impact score, excusez-moi. Pour préciser, l'impact score, en fait, ça a été créé par de nombreuses parties prenantes institutionnelles, le mouvement Impact France, bien évidemment, et aussi des parties prenantes de différents référentiels que l'on trouve dans le secteur de la RSE, de l'ESG. Nous, chez CDS et chez Ecodev, on est Bicorp, l'un des labels les plus exigeants. Vous connaissez peut-être aussi EcoVadis. Bref, toutes ces parties prenantes ont créé l'Impact Score, ayant pour objectif de donner un cadre commun pour toutes les entreprises qui souhaitent s'évaluer sur leur performance RSE en 24 heures. Donc, c'est un référentiel assez flash, mais qui n'en reste pas moins très sérieux. Et donc, pour revenir à cette statistique, 6% en moyenne du chiffre d'affaires d'EBITDA sur le chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont un score supérieur à la moitié versus 4% pour celles qui sont inférieures à la note de 50%. Et en termes de perspective de croissance, 45% de croissance de chiffre d'affaires en moyenne pour les entreprises qui ont des scores très élevés, donc supérieurs à 65%, versus 37% pour celles qui ont moins de 45 sur 100. Et on a aussi été chercher deux autres études qui, celles-ci, datent non pas de la semaine dernière, mais un petit peu plus de temps. Chez France Stratégie, il a été évalué que 13% l'écart de la performance économique entre une entreprise qui a une politique RSE et celle qui n'en a pas est de l'ordre de 13%, et que 82% des entreprises qui sont engagées dans des projets de décarbonation, donc à l'issue de bilan carbone ou d'une stratégie climat, lorsqu'elles déploient ces stratégies, constatent des bénéfices financiers. Et si on prend la valeur estimée par les 6% des entreprises les plus avancées, la somme des économies réalisées représente 220 millions d'euros, donc d'EBITDA pur. Et la source de cette étude est ni plus ni moins que BCG. Voilà pour poser le cadre de manière assez globale. Et puis, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous montrer des exemples concrets, comme je le disais tout à l'heure. Bien évidemment, si vous souhaitez intervenir, vous n'hésitez pas à passer par le chat. Si vous avez des éléments à partager, on sera ravis d'éclairer tout ça. Fred, je te passe la main.
Merci Ben. Moi, ce que je voudrais compléter, c'est que ça, c'est des chiffres. Les chiffres, on peut les faire parler. On a toujours cette suspicion de dire, ah bah tiens, on les a un peu tordus pour dire. Mais après, on peut aussi y raisonner comme des citoyens du monde ou des citoyens français. Et en fait, quand on réfléchit, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens, que ce soit des consommateurs, comme on les appelle, ou des collaborateurs ou des élus. En fait, enfin des élus, des élus locaux, on va dire. Et ils ne sont pas nombreux à vouloir pas aller construire leur environnement professionnel en faisant attention aux hommes et à la planète. On est vraiment dans un changement de paradigme où on fait de plus en plus attention. Et donc, ce qu'on peut donner comme caractéristique de la performance économique, et c'est les exemples qu'on va vous proposer d'échanger, des exemples qu'on a accompagnés pendant un certain nombre d'années. Donc, on a assez de recul parce que c'est vrai que c'est rare d'avoir des exemples rapides. C'est rare d'avoir une performance économique en 6 mois. Ça prend vachement de temps, mais on peut dire que cette performance économique, elle se caractérise soit par de la croissance, donc l'augmentation de chiffre d'affaires, soit par des emplois, soit par de l'attractivité, donc ça c'est encore un autre style d'étude, mais on se rend bien compte qu'il y a des entreprises ou des marques qui sont plus ou moins attractives, soit par une initiative d'innovation qui serait apposée sur des enjeux environnementaux ou sociétaux, ou soit, et on le rencontre souvent, et je pense qu'on le rencontrera encore un paquet d'années, de la résilience, c'est-à-dire une capacité à ce que son entreprise reste existante, passe le choc, passe les étapes de bad buzz auxquelles elle n'était pas préparée parce que c'est une découverte qui a une trentaine, une quarantaine d'années, cette histoire-là. Donc, le temps qu'on s'y mette, le temps qu'on se mette en route. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on voit avec Benjamin, nous depuis 25 ans et Benjamin depuis 15 ans, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises qui ne travaillent pas extrêmement fondamentalement ces sujets. Elles ne le font pas toujours savoir, elles ne s'en servent pas toujours pour le valoriser, voire même je dirais qu'on est parfois dans des périodes où on cache un peu ces progrès écologiques ou sociétaux, notamment dans des périodes de crise où on a envie de parler que d'efficacité, et donc la planète, ça ne ressemble pas à quelque chose d'efficace. Néanmoins, on continue à faire. Moi, je ne vois aucun de mes clients qui baisse ses investissements en l'occurrence. Alors, le premier exemple que je voulais partager avec vous, c'est l'exemple d'une entreprise que vous connaissez peut-être, une marque que vous connaissez peut-être, parce que je crois que c'est toujours la marque la plus vendue en France. Je crois que c'est devant tout ce qu'on imagine, Coca-Cola et consorts. Ils font tout un tas de choses, du jambon, des lardons, de la pâte à tarte, voilà. Plein de produits d'assemblage qui nous permettent à nous tous de faire un certain nombre de plats à la maison. Et donc, cette entreprise, on l'a accompagnée une dizaine d'années, je pense, peut-être un peu plus. Quand on l'a récupérée, on est un peu tombé de notre chaise dans la mesure où on a découvert que c'était une filière hyper complexe. Vraiment, l'élevage, c'est super compliqué. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent. Donc, on s'est lancé, comme on le faisait à l'époque, dans tous les chantiers de transition en même temps. Donc, on les a tous pris, le carbone, l'eau, la pollution des sols, les conditions d'élevage, d'abattage. Alors, on a tout traité. On s'est retrouvé avec un programme qu'on a appelé ERTA s'engage, sur lequel on a communiqué pendant une bonne dizaine d'années, où on avait tout qui était traité. Et je pense que heureusement qu'on avait tout allumé, parce que je crois qu'on a eu toutes les crises, on a rencontré toutes les crises. Et ce dont je voulais vous parler, c'est de 3 choses. C'est aujourd'hui, l'entreprise, elle continue à vendre un maximum de produits. Je crois que c'est toujours l'entreprise, la marque la plus consommée en France. C'est vraiment pas quelque chose de facile dans un monde qui a quand même énormément changé. On mange beaucoup moins de protéines animales. On a eu des additions d'événements, de scandales qui auraient pu nous faire. Mais voilà, ça continue à être des produits dans lesquels on a confiance, des produits qu'on continue à consommer.
probablement parce qu'on a fait les progrès nécessaires et probablement parce qu'on a su expliquer que on était capable de faire un certain nombre d'efforts. Donc ça, c'est la première chose, c'est résilience, l'entreprise existe toujours. Bon, si je dois vous dire la vérité, elle existe toujours, elle a été vendue quand même. C'est-à-dire qu'elle a été vendue en partie, et puis elle sera vendue en totalité dans peu de temps à une entreprise qui était déjà dans la partie en Espagne, mais ça continue à marcher. Le deuxième exemple de performance économique que je voulais vous donner, c'est ce qu'on voit là à l'écran, ce que je choisis de mettre à l'écran. À force de rencontrer des parties prenantes qui nous stimulaient, nous donnaient des idées et nous mettaient devant le fait que ça allait être difficile de tenir cette entreprise, ça allait être difficile de faire de la croissance. C'est une entreprise qui fonctionne sur des volumes. C'est le premier acheteur de porc en France, je pense devant toutes les autres filières. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu un faisceau d'opportunités qui fait que le directeur général de l'époque a dit allez, go, on y va. Et ils ont décidé de lancer une gamme avec la puissance marketing d'une entreprise comme Erta, c'est-à-dire une entreprise qui a réussi à faire des films publicitaires que vous tapez depuis 20 ans. Le film n'a pas changé. C'est-à-dire tellement il est bon, on ne le change pas. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on paye des agences à ne pas changer un film. Il faut se payer pour garder le film, quoi, pour laisser les droits, etc. Tellement le truc est efficace. Et donc, ils ont lancé avec un grand renfort de marketing de la protéine végétale, que vous avez, qui est aujourd'hui plus du tout une révolution, et qui n'était d'ailleurs pas une révolution à l'époque où elle a été lancée, il y a, je pense, 7 ans, 7-8 ans, peut-être un peu plus même, parce qu'elle était diffusée dans les circuits spécialisés, la Vie Claire, Biocoop, les épiceries de quartier. Il y avait des pure players qui faisaient de la protéine végétale. Sauf que là, c'est Erta qui le lance. Elle le lance en supermarché, elle ouvre le rayon. En un mois, on était numéro 1 de la protéine végétale. Ils le sont restés et c'est devenu un carton. C'est-à-dire ils ont ouvert un rayon dans les supermarchés dits traditionnels. Ça, c'est le premier succès économique. Je ne peux pas vous communiquer de chiffres parce qu'ils ne m'en ont pas donné et ils n'y ont jamais communiqué. Et le deuxième exemple, qui est très chouette aussi, et là c'est un exemple sur plutôt la partie sociale, c'est-à-dire la catégorie « je clean mes recettes » parce qu'on évolue, qu'on découvre des choses, etc. Et donc en l'occurrence, vous n'êtes peut-être pas passé à côté du fait que dans la charcuterie, on utilise un truc qui s'appelle les nitrites. Et en fait, quand on consomme trop de nitrites, et ça peut arriver qu'en France, on consomme beaucoup de charcuterie certaines semaines, certains mois, voire certains régimes alimentaires, on se retrouve avec des gros taux de nitrites et il y a des risques accrus de cancer colorectal en consommant ces nitrites. Et donc, du coup, ils ont eu, par l'intermédiaire de tous ces engagements qu'on a fait, ils ont eu l'idée de financer, ça a duré 2 ans l'histoire, de la R&D, et donc c'est aujourd'hui le jambon le plus vendu de tout le jambon Erta, qui s'appelle du jambon sans nitrite. Donc, ils ont remplacé les nitrites par autre chose qui vous permet de manger du jambon sans avoir aucune suspicion pour votre santé. Donc voilà, 3 exemples. Entreprise en vie et toujours en vie. Et toujours en belle vie, je veux dire. Enfin, je crois qu'on est autour de la table à vouloir rester la marque la plus vendue en France. Bon Végétal, qui n'a pas été vendu avec Erta, hein, c'est resté et ça a changé de nom, mais c'est devenu un énorme business. Et puis, jambon sans nitrite. J'en ai plein d'autres, hein, mais voilà, c'est ceux que j'ai choisi de vous montrer. Ça, c'était le premier exemple. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Si c'est pas trop long, Ben, tu me dis, on est bon là. On est bon. Je guette dans le chat, on n'a pas de commentaires. Deuxième exemple, c'est une entreprise du groupe LVMH, une maison du groupe LVMH, comme on le dit. Et donc, Guerlain, c'est de la cosmétique, des parfums et tout un tas de produits. Une entreprise hyper historique, connue de tous, mais l'air de rien, une maison assez modeste, en tout cas assez modeste à l'époque, par rapport à d'autres gros mastodontes, je pense à Dior
ou à d'autres. Et donc, cette maison Guerlain n'avait pas eu l'occasion de valoriser ce qui avait été fait comme progrès environnementaux et sociétaux. C'était piloté par LVMH. C'était LVMH qui rendait des comptes. C'était une période où on rendait des comptes à des pairs et où il n'y avait pas véritablement de communication. Il se trouve que LVMH était plutôt une entreprise extrêmement bien outillée en la matière. Les sujets avaient tous été ouverts, tous regardés, la plupart traités. Mais on n'avait pas d'association des progrès de CO2, d'attention à l'eau, à la biodiversité, à l'égalité, enfin tous les sujets qu'on traite. On ne pouvait pas l'associer à une maison en particulier. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir l'opportunité de bosser là-dessus. Et on a bossé comme des dingues. Hein. Ça a duré, je pense, plus de 15 ans l'histoire, mais on a été la première maison à pouvoir faire ce qu'on appelle chez CIDES un grand récit, c'est-à-dire un peu ce que vous lisez là, c'est-à-dire décider que oui, il fallait tout traiter, mais il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu plus stimulantes, intéressantes et qui pourraient donner envie d'aller voir le reste. Parce qu'en fait, vous savez, en développement durable, en RSE, on a des cellules Excel qui sont assez fastidieuses et du coup, nous, en tant que communicants, notre travail, c'est de vous aider dans la stratégie à choisir les bons combats. Et donc, une fois qu'on a eu bien bossé, on s'est dit, bon, on va faire un truc simple, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et on a eu une phrase qui était de dire, bon, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de Guerlain. Donc, on pourrait potentiellement faire en sorte que l'abeille devienne l'ambassadrice de notre engagement. Très objectivement, on ne ferait pas ça en 2025. Hein. On l'a fait il y a plus de 15 ans, donc c'était envisageable. Aujourd'hui, ça serait plus possible parce que l'abeille a été abîmée, galvaudée, etc. Mais comme on a eu la chance de le faire il y a très longtemps, aujourd'hui, ça continue et ça ne pose pas de problème. C'est le logo de Guerlain, hein, l'abeille. Et donc, ce grand récit qu'on a fait, et je vais vous raconter deux succès. Ce grand récit, à un moment donné, il s'est appelé Au nom de la beauté. Il commençait par Au nom de la beauté. Et en fait, à force de le dire, à force d'avoir des actions, à force de faire des réunions, à force de rencontrer des parties prenantes, à force de se faire interviewer par des journalistes, on se rendait bien compte que ce truc-là, il tenait la route, quoi. Un beau jour, c'est devenu la signature de la marque. C'était vraiment le nom du récit RSE. Hein, c'est-à-dire à l'époque, le petit truc side d'une activité dont on connaît la rentabilité au sein du groupe LVMH. Et c'est devenu la signature de la marque partout dans le monde. Donc, la signature RSE est devenue la signature de la marque. Donc, c'est le premier très grand succès. Le deuxième succès, c'était un des premiers. C'est-à-dire qu'on avait deux sujets, grosso modo, un petit peu pareil que Carta. Il y avait deux sujets qui étaient majeurs. C'est un, l'innocuité du produit. Il fallait changer la façon dont on les fabriquait, parce qu'il y avait des évolutions, parce qu'il y avait des découvertes, parce qu'il fallait qu'on se dépêche de le faire. Donc, la partie innocuité du produit. Et puis, l'éco-conception de l'emballage. On est dans un monde de luxe. À l'époque, on sort d'une époque où le luxe, c'est gros, ça brille, c'est lourd. Mais nous, en éco-conception, c'est beaucoup de CO2, c'est beaucoup d'utilisation d'eau, etc. Et donc, du coup, la première tentative, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est presque commun hein, de faire des programmes d'éco-conception, mais on était à l'époque un des premiers. Peut-être qu'il y a effectivement une prime au premier. Et donc, on a pris un produit incroyablement important dans la gamme, qui s'appelle Orchidée Impériale, et on a bossé à une réduction du pack. Orchidée Impériale, c'était un truc hyper lourd, qui faisait des miracles, mais qui avait besoin d'être hyper lourd. On l'a baissé de 55% en équivalent carbone, ce produit, et on a quand même tremblé des genoux, parce que on avait quand même un petit peu peur sur les ventes. Sauf que, comme on avait pris tout un tas d'engagements, qu'on avait donné des voies d'explication aux clientes depuis longtemps sur l'engagement de Guerlain, sur l'attention qu'elle portait à la biodiversité, à l'innocuité des produits, enfin à tout un tas de sujets que je vous passe parce que ce serait trop long à vous raconter, elles nous ont suivis. Et sur la route, on a rencontré un argument qui disait, mais en fait, Orchidée Impériale, on ne pouvait pas la prendre dans son sac avant. C'était la tendinite assurée. Et là, Orchidée Impériale, on peut la prendre en voyage, on peut la balader. Et en fait, on a été sursuivi. On n'a eu aucune baisse des ventes au début.
et puis des augmentations. Je ne sais pas si l'augmentation était due à l'évolution du pack, mais il se trouve que le pack avait été fait avec des grands designers hyper brillants, hyper intelligents. Et ils avaient probablement profité pour remettre le contenant au goût du jour. Voilà. Et dernier exemple, un lancement d'un produit qui s'appelle l'homme idéal. Guerlain, c'est surtout les femmes. Hein. Donc les hommes, on ne connaît pas bien, on ne sait pas trop comment faire pour les faire rentrer dans une boutique. Et en fait, on a eu du bol, on a fait tout un tas de rencontres inspirantes. Et puis à un moment donné, on est tombé sur un truc, on s'est dit, mais attends, l'homme idéal, en fait, c'est un homme engagé. Et en fait, ça nous a fait le twist. Ça a fait rentrer les hommes et ça a décoincé les choses. Et voilà, on a réussi par l'intermédiaire d'un progrès, on va dire, écologique et sociétal, à faire un succès d'une gamme. Je ne vois pas de questions, donc je continue. Hein. On est un peu des autistes avec nos visios. Un autre exemple, un des plus vieux clients qu'on accompagne, Nespresso. Donc là, Nespresso, c'est plus le sujet de la résilience. Nespresso, quand tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire que c'est super. On avait un café qui n'était pas terrible avant. Ils arrivent, ils inventent une machine, une dosette. Oh, c'est trop la classe, on a tous envie d'en boire. On en achète, c'est très cher, ça devient accessible. On a tous des Nespresso. Et puis un beau jour, ce ne serait pas un déchet cette histoire-là? On ne serait pas en train de créer des déchets et de polluer la planète? Et donc, bon, on n'a pas attendu ça pour travailler, mais vraiment, sur Nespresso, c'est vraiment le travail qui a été opéré, c'est comment est-ce qu'on combat ce péché originel. Enfin, ça n'existait pas avant, hein, la capsule de café, avant l'invention de Nespresso. Donc, ils ont vraiment créé un truc qui n'existait pas. Et donc, autant ça a été génial et ça a été la meilleure boîte du monde pendant des années, autant tout d'un coup, avec une préoccupation environnementale, ça devient vraiment un sujet. Donc, on a tout fait. Éco-conception des machines, recyclabilité, fin de vie, amont agricole avec Fairtrade, agroforesterie, à remettre des arbres au-dessus des caféiers, contrat long terme avec les agriculteurs. Bref, tout a été, enfin vraiment, c'est une expérience chouette parce qu'on avait les moyens de tout faire et il fallait tout faire. Mais le tout sans nuire à l'expérience client. Et donc, on a expliqué, donné des rendez-vous, fait notamment, il y a eu un moment qui était hyper intéressant où on a fait une analyse de cycle de vie comparative, où on a pris la tasse de café Nespresso, la tasse de café filtre, la tasse de café avec un broyeur, la tasse de café avec du café soluble, etc. Et en fait, on a découvert ce qu'on pressentait, c'est que, en fait, contre toute attente, on a envie de se jeter sur le déchet. Il faut le faire. Hein. Aujourd'hui, je ne crois pas dire de bêtises en disant que vous pouvez tous jeter votre capsule en aluminium dans n'importe quelle poubelle de tri partout en France, hein, et que Nespresso est à l'origine de la création du tri du petit aluminium. Qui ne savait pas être fait. Enfin, c'est eux qui ont trouvé la machine, qui l'ont installée en France, qui ont financé, avec tout le monde, hein, mais il se trouve que ça vient d'eux. Et en fait, c'est à peu près pareil à chaque fois quand on a un produit avec de l'amont agricole, c'est-à-dire qu'on utilise quelque chose qui pousse ou qui mange de l'herbe, c'est toujours la même, c'est toujours entre 70 et 90%, la responsabilité environnementale est liée à l'amont agricole. Donc en fait, le reste, tous les faux amis qu'on a envie de traiter rapidement et qu'on est capable de traiter rapidement parce que c'est plus facile de traiter la façon dont ça pousse, c'est plus facile de traiter le transport, le packaging, etc., plutôt que ce qui pousse, qui est un enjeu extrêmement complexe à opérer. Et donc là, évidemment c'est le café hein, qui coûte le plus cher pour la planète, entre guillemets. Et donc, la chance pas possible, c'est que Nespresso, ils ont inventé un café où on met, je ne sais pas si c'est, je ne sais plus si c'est 50% de café en moins ou 10% ou 20%, mais en tout cas, il y a 6 grammes dans une tasse et quand vous faites un café filtre à la maison, vous pouvez mettre 8, 10, 12, 15, enfin ça dépend, il n'y a pas vraiment de moyenne, mais si on prend une moyenne, en tout cas, c'est toujours beaucoup plus. Et donc, ça redevient le café le moins émittif au monde. Alors, ce n'est pas exactement vrai parce que le café le moins émittif, c'est pas le meilleur, gustativement, entre guillemets, c'est le Nescafé. C'est-à-dire que c'est le café en poudre soluble qui est le café le moins émittif, mais ensuite, c'est le café en capsule. Et donc, tout ça pour vous dire que ces travaux, ces investissements,
ces efforts de communication, pas du tout facile, hein, parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas client Nespresso, vous allez probablement les méjuger, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça permet de rester, ça permet de garder la license to operate. Et puis, je ne sais pas s'il y a le temps pour le dernier, Ben. Allez, vas-y. J'accélérerai sur la fin. Dernier exemple, il se trouve que on a pris quand même. En fait, on a pris des vieux exemples, c'est-à-dire des exemples qui ont pris beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a besoin de temps pour prouver que, comment dire, que la transition écologique et sociale amène de la performance écologique. On n'y arrive pas. Je sais qu'on va parler un peu de Veja, etc. Même ces cas-là, ils prennent du temps. Donc, ça prend toujours du temps. Donc, là, le dernier exemple. On se réveille un matin avec un brief de Nestlé Céréales, donc c'est ça, Choc-à-Pic, La Star, Nesquik, Cheerios, KitKat, etc. Vous connaissez tous. Et donc, on prend ce brief. Et le brief à l'époque, c'est pas tant de les aider sur la transition écologique et sociale, c'est de dire est-ce que ça pourrait pas nous aider de faire des progrès ou de valoriser nos progrès? Parce que nous, on est la pire des catégories. À chaque fois qu'on parle de malbouffe à la télé, dans le journal télévisé, paf, c'est ça le petit déjeuner. C'est vraiment à l'époque, c'est le sujet. Et donc, on a fait pareil, un travail de grand récit. On a eu une équipe surmotivée qui a trouvé ce maxime, c'est de dire on va bosser comme des malades pour que chaque jour on fasse des progrès et qu'on puisse offrir un meilleur petit déjeuner chaque jour. C'est un sujet compliqué, le petit déjeuner, parce que c'est un sujet qu'on voudrait tous bien traiter, mais autant on est assez doué pour traiter le déjeuner et le dîner, autant le petit déjeuner, on va bosser, on a tendance à bâcler un peu, c'est plus facile à manger des céréales qu'autre chose. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc pour Nestlé Céréales, je vous le fais très vite, on a fait plein de choses, mais on a fait 3 trucs intéressants. Allez, 2 trucs intéressants, j'en gomme un. Le premier, c'est qu'on a créé une marque en écoutant les clients. Elle s'appelle Nat. C'est une céréale une marque qui a été créée uniquement en les écoutant et on a fait exactement ce qu'ils voulaient. Ça, c'est le premier truc où ils n'avaient pas créé de marque depuis super longtemps. Le truc a été un succès, pas au niveau des autres, hein, évidemment, parce que ça prend un peu de temps de s'installer, mais très gros succès. Et le deuxième succès économique, c'est qu'on a eu le pari fou, je dirais, ils ont eu le pari fou parce que j'avoue que j'avais peur pour eux, je tremblais un peu. Ils ont pris toutes leurs références que vous voyez là, ils les ont toutes passées en bio. Il se trouve que passer du blé en bio, c'est assez facile. Ils étaient 100% en blé français. C'est une céréale qui peut opérer une transition assez facilement. C'est moins compliqué que d'autres choses qui poussent. Et donc, ils ont tout passé en bio. Ils se sont retrouvés dans les rayons. Ils ont ouvert le rayon bio des grandes marques, hein, parce que le rayon bio des céréales existait. Et pour la petite histoire, un jour, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, tu sais pas ce qui se passe. Ils ont viré les autres. On est les seuls dans le rayon bio. Comme on était les premiers, qu'on a fait des pubs, qu'on a tout fait comme il faut, ils ont viré toutes les autres références. Ils leur ont dit, vous faites des céréales du conventionnel. Il n'y avait plus que Nestlé Céréales qui était en bio. Je crois que ça a duré 4 ans, l'histoire. Ils ont été tout seuls en GMS à vendre des céréales bio. Voilà. Je crois que c'était un petit succès économique. Ben, je te laisse le micro avec de la climatisation et du chauffage. Merci Fred. Oui, ouais, on reconnaît l'ingénieur versus le communicant, on ne se refait pas. Un business case qu'on a réalisé pour un client industriel français, donc un peu à l'image de nos clients, une belle ETI. On a commencé à travailler avec eux sur le sujet de décarbonation. Cet acteur voulait tout simplement essayer de comprendre comment se quantifier, s'organiser leurs émissions, en vue bien sûr d'établir un plan de transition. Donc on a, pour ceux qui en ont réalisé, suivi la démarche assez classique inventée par l'ADEME il y a une bonne vingtaine d'années. Et en fait, on a en parallèle mené aussi des actions au niveau des usines et des sites tertiaires pour essayer de comprendre comment était consommée et utilisée l'énergie. Et donc, bilan des courses, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, d'une part dans les procédés industriels, et puis sur l'optimisation qu'on peut avoir de l'usage de l'énergie et même de la contractualisation
que l'on peut faire avec un fournisseur ou un provider d'énergie. Et donc, eh bien, suite à tout cela, lorsqu'ils ont été amenés à déployer le plan d'action, on a fait intervenir nos équipes spécialisées dans l'innovation et dans le financement pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait trouver des financements publics ou des financements privés, public-privé en l'occurrence, pour modifier le process industriel et les facilities. Bilan des courses, en ayant frappé à plusieurs guichets, eh bien, on a pu aller obtenir un peu moins de 7,5 millions de financement à travers 8 guichets différents. Et donc, avec des ROI qui sont passés de globalement 5 ans à quasiment 18 mois, si ma mémoire est bonne. Plus aussi des économies directement opérées grâce à l'efficacité énergétique, notamment sur les consommations de gaz et d'électricité, qui représentaient 2 500 000 € d'économies réalisées. Et en plus de ça, un financement complémentaire à travers un financement qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, où on a pu aussi aller financer le pilotage de la démarche d'efficacité énergétique, donc ce qu'on appelle l'ISO 50001. Et donc, pour monitorer tout cela, il existe des solutions sur lesquelles on est allé chercher du financement. Parce que je vois qu'il me reste 8 minutes, Fred. Du coup, si tu veux bien passer, merci beaucoup. Deux références aussi assez incroyables. Bon, déjà, tout le monde connaît la marque, je suppose, plutôt pure player et pionnier même sur le retail textile et notamment les chaussures durables. Moi, je voulais juste partager mon expérience personnelle. Il y a quelques années, ça doit faire 3-4 ans maintenant, que Veja a installé dans certaines des boutiques et propose à leur clientèle un canal tout simplement logistique pour pouvoir réparer ses chaussures. Alors, on pourrait se dire c'est quand même assez dingo parce que si on aime bien ces Veja et qu'on les a bien usés, eh bien, on retourne au magasin et puis on va en réacheter. Et finalement, les consommateurs, les clients, se sont dit tiens, moi j'aime bien mes Veja et puis finalement elles sont en bonne santé, sauf que j'ai un petit souci là, j'ai un petit souci là. Et donc le fonctionnement de la cordonnerie a commencé à fonctionner de dingue et on pourrait se dire tiens, Veja se tire une balle dans le pied. Comment est-ce qu'ils font pour trouver leur modèle économique? Et mon expérience personnelle, c'est que globalement, ma dernière paire, je les ai fait réparer 2 fois. Donc, c'est un certain coût. Je vous donne les ordres de grandeur, mais en gros, 120 € la paire et 60 € la réparation, que j'ai fait à peu près à 1 an et demi d'intervalle. Donc, finalement, j'ai conservé mes Veja quasiment 4 ans. Là où j'aurais dû en acheter 2 paires, je suis revenu à peu près au même revenu pour Veja, sauf qu'ils ont fabriqué une seule paire de pompes. Ils ont contribué au développement durable parce que d'une part, eh bien, on a généré moins de déchets, moins de consommation de ressources, et en plus, on a créé de l'emploi artisanal de surcroît en remettant au goût du jour les cordonneries qui étaient globalement assez en déclin avec la fast fashion. Mais indépendamment de ça, moi, ce que je voudrais dire, c'est, je ne sais pas si vous avez la chance de vous balader dans les villes et à la campagne en France. Enfin, je veux dire, tous les jeunes, ils achètent, ils ont des Veja au pied. C'était pas imaginable il y a 10 ou 15 ans qu'ils puissent pas supplanter, parce qu'on n'en est pas là, mais qu'ils puissent jouer à armes égales avec des mastodontes, des équipements américains ou allemands, enfin, que sont Nike, Adidas, Reebok. Enfin, on est sûr. C'est un complet délire. C'est vraiment une entreprise qui est
qui n'a qu'une proposition écologique. J'exagère, bien sûr qu'il serait vexé si je disais ça, et ils font les super chaussures, elles sont très belles, etc. Même si j'en ai pas. Il n'y a que Benjamin. D'ailleurs, si quelqu'un pose une question intéressante, il pourra gagner les chaussures de Benjamin. Mais voilà, c'est juste pour dire, c'est quand même une des grandes réussites. Veja, Back Market, enfin, c'est des boîtes, elles n'existent que sur le fait écologique ou sociétal. Et tu voulais peut-être parler d'un certain niveau. Pas celui qui explique comment faire les bébés, mais l'autre. C'est qui le patron? Donc, pareil, je pense que tout le monde connaît la marque qui est née bon, après une crise qui continue toujours autour du lait et surtout de la rémunération des producteurs. Et donc, l'idée qu'a eu Nicolas Chaban, c'est de créer cette marque en rémunérant au plus juste les producteurs. Et là, on peut se dire, mais l'équation n'est pas forcément si évidente. Les géants de l'industrie laitière, agroalimentaire, GMS sont quand même très bons pour négocier les tarifs vers le bas, donc pouvoir mettre sur le marché peut-être des produits moins chers qui s'écouleraient mieux. Et bien finalement, en discutant avec les parties prenantes sur toute la chaîne de valeur et notamment en discutant le prix d'achat du lait aux producteurs, une marque totalement incroyable s'est créée. Si vous regardez le petit graphique en bas à droite, entre les prévisions de vente établies lors du business plan et les ventes réellement réalisées, on parle d'un facteur supérieur à 5, si je ne dis pas de bêtises, ou au moins à 3. C'est complètement hallucinant de voir un succès tel, tout simplement puisqu'on a voulu être fair, comme le nom l'indique, même s'ils ne sont pas fair trade, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une vraie réussite puisque l'entreprise fonctionne très bien, a une super belle rentabilité et les acteurs de la chaîne de valeur sont contents de vendre le lait à un prix juste et les consommateurs d'acheter le lait à un prix qui leur paraît aussi juste et pour un produit qui apporte aussi de la valeur au-delà de la valeur économique. Et donc, on pourrait en avoir 1000. On a choisi de vous présenter ceux-là. Et en fait, il y en a plein d'autres, mais ceux-là, ce qu'ils ont d'intéressant, tous ces exemples, c'est qu'ils sont validés. En fait, on n'est pas en train de dire c'est la start-up de l'année, elle a levé 200 millions ou 30 milliards, et auquel cas ça peut s'écrouler. Là, on est vraiment dans toutes ces entreprises-là sont dans de l'économie de longue durée. Elles fonctionnent de manière efficace pendant longtemps et on ne s'imagine pas les voir disparaître. Elles ne sont plus fragiles. On aurait pu donner des exemples. Moi, j'ai fait l'exercice, enfin, mes collègues plus jeunes que moi m'ont demandé de faire l'exercice de demander à notre copain ChatGPT. Et effectivement, ils m'ont proposé tout un tas d'autres exemples. C'est principalement des entreprises connues à la mode hyper startup style. Mais on ne les a pas sélectionnés avec Benjamin parce qu'on s'est dit, pour l'instant, il n'y a pas de réalité économique. C'est effectivement, c'est génial, quoi. C'est des super licornes, ça va vite. Mais celle-ci, elle fonctionne de manière traditionnelle, comme on imagine que le monde de l'économie peut évoluer. Et ce que va vous présenter Benjamin juste derrière, c'est se dire que on vous a donné des exemples connus, parce que si jamais on avait dû vous expliquer le business model de chacune des boîtes que vous ne connaissez pas, ça aurait été très long. Mais on a les mêmes exemples avec des boîtes qui sont sous les radars, en fait. Et donc, si vous faites partie d'entreprises qui ont moins pignon sur rue, il y a des solutions. Et en l'occurrence, Cash for Good est une solution qu'on a trouvée par l'intermédiaire du groupe EPSA, qui permet, dans des périodes peut-être plus difficiles comme celle qu'on traverse, d'aller chercher des moyens d'investir durablement sur la transition de votre entreprise, sur les sujets qui vous paraîtront les plus importants ou qu'on pourra vous aider à trouver comme étant les plus importants. Benjamin, tu veux cette slide ou celle d'après, ou tu veux laquelle? Faut aller peut-être la dernière, mais bon, tu as bien expliqué le concept. L'idée, c'est d'aller activer partout dans les différents services de l'entreprise des quick wins. Donc, on va faire appel à nos experts sur les achats, sur l'innovation, sur tout ce qui est lié à des taxes sociales, fiscales, locales, etc., pour aller trouver
en mission commando, j'aurais tendance à dire, de la disponibilité, donc du trop perçu par l'État, du trop payé à des fournisseurs et j'en passe, pour que vous puissiez ensuite vous financer la transition. Et ça, je pense que c'est le Graal de beaucoup de directrices et directeurs RSE, qui est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir aller chercher de l'argent auprès de mon patron pour financer la transition. Et bien là, c'est même de l'argent que l'entreprise va récupérer, donc avec un CAPEX nul pour se lancer ou cranter encore plus votre démarche de transition. Merci beaucoup de votre écoute. On a tenu presque à tenir dans le temps imparti. On conclut en vous disant que vous avez nos identités, vous pouvez nous passer un coup de fil, on peut faire durer la discussion en dehors de cette séquence-là. On est à votre disposition. Et puis, si vous voulez faire la même chose, mais sans Cash for Good, parce que vous avez un gros budget, on prend aussi. Merci Frédéric, toujours un plaisir d'animer avec toi. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.